Ah, puis j'ai activé le partage d'écran. Donc, si vous voulez partager, ça va être possible. Important du saumon et un gratin de chou-fleur et brocoli. Attends, je vais fermer mon... En tout cas, ça avait l'air bon. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette formation durant laquelle les outils de création vous seront présentés Cyber Impact et Mailchimp, respectivement par Sébastien Champagne et Julien Chevrier. Nous vous invitons à fermer vos micros et à garder vos caméras ouvertes. Lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le symbole « Lever la main ». Je vais laisser la parole à Mélanie Durocher pour commencer la présentation. Merci beaucoup, Grâce, Nelly, merci. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Mélanie Durocher. Je suis technicienne en documentation au CHU Sainte-Justine et j'ai le plaisir de faire partie du comité de formation de la Fédération des milieux documentaires, section santé services sociaux. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir non pas un, mais deux invités qui vont venir nous entretenir, comme Grâce Nelly le disait, des outils pour élaborer des infolettres professionnelles, que ce soit dans nos milieux évidemment professionnels, mais c'est une information qu'on peut mettre en pratique pour tous les aspects de notre vie, si par exemple on fait partie d'associations ou de d'autres milieux. Donc, Grâce Nelly l'a dit durant la présentation, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés pour pas qu'il y ait d'interférence avec les présentateurs. Je vais les présenter tout de suite. Donc, on va commencer avec Sébastien Champagne, qui est bibliothécaire au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, qui va nous entretenir de Cyber Impact. Et par la suite, Julien Chevrier, qui est bibliothécaire à l'Institut national de santé publique du Québec, va nous entretenir de Mailchimp. Donc, il va y avoir les deux présentations et vous allez pouvoir poser certaines questions à la fin de chacune des présentations et à la fin des deux présentations, c'est le mot de jour, il va y avoir une autre période de questions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sébastien et merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Merci Mélanie. Donc, bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. Ça devrait fonctionner. Parfait. Donc, c'est ça, je suis Sébastien Champagne, je suis bibliothécaire ici au CHUM. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi et de vous présenter rapidement donc l'outil Cyber Impact, un outil québécois pour la diffusion de la veille. On va voir que c'est un outil surtout utilisé marketing, mais qui a une fonction assez intéressante, des fonctions intéressantes pour la diffusion de la veille et la création d'infolettes. OK, parfait. Donc, en quelques mots, Cyber Impact, c'est une entreprise qui a été fondée en 2006 et qui est basée à Terrebonne. La plupart de ses clients sont au Canada, principalement au Québec. De base, c'est un logiciel de marketing par courriel, donc de email marketing, surtout utilisé pour les campagnes de publicité, de marketing, de produits, des choses comme ça, mais qu'on peut très, très bien utiliser aussi pour la diffusion d'informations de veille par les infolettes. Ces serveurs sont hébergés au Canada, ce qui fait en sorte que la rapidité en fait, d'envoi est assurée de cette manière-là et aussi que ça l'aide à sa conformité à la loi canadienne anti-courriel, qui est mon prochain point. Donc, en fait, c'est un outil qui est justement conforme aux dispositions de cette loi-là, la loi C-28, qui est une loi canadienne.
D'abord et avant tout parce que ça prévoit le consentement des usagers lors de leur inscription. Donc, en fait, quand on les inscrit ou quand eux-mêmes s'inscrivent, il y a un consentement qui doit être donné. On ne peut pas juste prendre des adresses courriels comme ça puis leur envoyer des infolettres. Ça prévoit aussi l'identification des usagers. Donc, c'est une des dispositions de la loi, donc d'identifier les gens à qui on envoie les infolettres. Et finalement, ça prévoit aussi une possibilité de désabonnement qui est facile. Donc, au bas des infolettres, on peut se désabonner. On n'a pas besoin de cliquer sur 8 liens qui nous mènent vers 8 autres liens pour se désabonner. Donc, c'est facile, puis c'est une des dispositions de cette loi-là. Et les courriels qui sont envoyés seront acceptés par la majorité des institutions. Donc, ils ne tombent pas dans les pourriels ou dans les boîtes de courriel indésirables, mais arrivent dans la boîte de courriel principale. Il y a différents forfaits, en fait, qui sont inclus. Là. Je ne vais pas passer à travers ça, mais le point, c'est qu'il y a des forfaits qui sont gratuits. La différence, en fait, là, c'est que les coûts commencent quand il y a 250 contacts et plus qui sont inscrits, donc 250 personnes à qui on veut envoyer des infolettres. Dans certains milieux, dont le mien, c'est pas assez, donc on est obligé d'avoir des forfaits, d'autres forfaits qui incluent plus de contacts. Mais quand même, pour 250 contacts pour une version gratuite, c'est quand même très bien, très acceptable là, en termes de nombre. Voilà. Puis, en termes de fonctionnalité, les différents forfaits sont à peu près les mêmes. Donc, c'est vraiment une question de contacts, finalement, qui sont inscrits là, dans notre base de données. Justement, les contacts, en fait, là, c'est une des premières choses qu'on peut faire avec CyberImpact. Donc, c'est d'ajouter des contacts de façon unique, là, un à un, ou en important aussi des listes de contacts à même CyberImpact. Donc, ça peut faire en sorte que notre création de contacts, là, des listes, en fait, va être beaucoup plus efficace de cette manière-là. Puis, il y a une fonctionnalité aussi pour nettoyer là, les fichiers à la suite de l'importation. Donc, vous n'avez pas à nettoyer et à créer des fichiers de base pour les importer, mais vous pouvez l'importer puis ensuite nettoyer votre liste de contacts à même CyberImpact. Après avoir créé en fait des contacts, on crée aussi des groupes de contacts, donc des listes d'envoi. Évidemment qu'un contact peut appartenir à plusieurs listes d'envoi. Nous, la manière que ça fonctionne, c'est vraiment une veille qui est égale à un groupe de contacts. Donc, voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais c'est vraiment, on a des contacts et on a des groupes dans lesquels les contacts sont. On a des modèles aussi, des gabarits d'infolettes qu'on peut créer. Donc, il y a 3 manières, disons, de les créer. Donc, le premier qui est un modèle prédestiné, c'est-à-dire que c'est des modèles qui sont déjà faits. Là, on voit ici à l'écran, c'est surtout des exemples là, pour des choses plus marketing ou Cyber Monday, des choses comme ça, mais il y a d'autres modèles qui cadrent plus avec des infolettes professionnelles dans un milieu de santé ou autre. Il y a des modèles intelligents aussi, donc qui se basent sur le logo, l'identité visuelle de notre organisme pour en fait créer des modèles à partir de ces couleurs-là. Et ce sont des modèles qui peuvent être modifiés par la suite facilement. Donc, on prend un modèle intelligent, mais on peut le modifier aussi par la suite. On n'est pas seulement pris avec ça. Et finalement, il y a aussi un modèle sous forme de code HTML, c'est-à-dire qu'on peut intégrer un code HTML déjà existant pour se créer un modèle ou tout simplement vraiment partir de la base si on veut vraiment le paramétrer de la manière qu'on veut. Une fois que notre modèle est créé, on a dans notre onglet modèle, donc en fait, les différents gabarits de veille qu'on a. Et on peut à tout moment le modifier, ce gabarit-là, donc pour ajouter des sections, pour modifier les couleurs, donc modifier qu'est-ce qu'on voudrait modifier là, dans notre infolette. Et on peut aussi le dupliquer. Donc, ça, c'est très pratique parce que une fois qu'on va avoir créé un gabarit ou un modèle de base, on va pouvoir le dupliquer pour créer d'autres modèles à partir de celui-là. Ça assure une certaine uniformité dans nos modèles et ça permet aussi de sauver énormément de temps pour ne pas recréer tout le temps les modèles, mais on part de la base et ensuite on les duplique. Le modèle, en fait, c'est vraiment un template là, ou un gabarit qu'on va utiliser pour ensuite créer notre infolette qui va être envoyée. Donc, ça va partir du modèle, on va ajouter le contenu qu'on veut et ensuite, on va l'envoyer à la liste de diffusion correspondante à cette infolette-là. Ça ici, ce sont 2 modèles qu'on utilise au CHUM. En fait, c'est ça, 2 infolettes là, particulières. J'aurais pu en choisir plus, mais c'est 2 que je trouvais intéressantes. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment, surtout au niveau du bandeau en haut, on peut modifier l'image un peu comme on veut. On peut ajouter une image plus opaque qu'une autre. On peut rajouter des layers, dans le fond, là, des couches à ce modèle-là pour que des choses apparaissent avant, en dessous de d'autres.
Puis c'est vraiment paramétrable là, de la manière que vous voulez. Vous pouvez insérer des images que vous voulez. Vous pouvez vraiment le personnaliser puis le paramétrer à la hauteur de ce que vous voulez faire avec ça. Et à la droite, on en a un autre aussi, donc avec une image plus grande. Puis c'est vraiment juste pour vous montrer là, visuellement, ça peut ressembler à quoi. Et après, c'est vraiment tout est paramétrable là-dedans. Les couleurs peuvent être changées, la police, donc, etc. Là, vraiment, tout peut être modifié à votre guise. Ça, c'est des modèles, mais un peu plus loin dans l'infolette, ce qu'on voit, donc le contenu. Ça, ici, on va y revenir un peu plus tard, là, mais c'est en fait du contenu qui est nourri à même un fil RSS. Donc, c'est du contenu qui va être généré automatiquement en fonction de la sélection qu'on va avoir faite en avance de nos résultats et des articles qu'on veut inclure. Donc, en cliquant simplement, par exemple, sur accéder au contenu, on va accéder à l'article, puis on peut diviser notre infolette avec des titres et des sous-titres, finalement, pour que ce soit le plus facilement consultable, puis pour que les sections qui intéressent certaines personnes, les personnes puissent aller directement à cette section-là, et pas de passer à travers tous les résultats pour pouvoir valider ou vérifier qu'est-ce qui les intéresse pour eux. Donc, voilà. On a aussi dans nos modèles d'infolettres, en fait, on peut inclure des blocs qui sont personnalisés, dans le sens où c'est des blocs qu'on va avoir créés nous-mêmes. Donc, en fait, ici, on a une instruction pour accéder au plein texte. Ce bloc-là se retrouve dans chacune de nos infolettres. Et on a aussi notre avis de non-responsabilité qui se retrouve au bas de notre infolette. Donc, c'est pour vous montrer un peu il y a plusieurs choses qu'on peut inclure dans notre infolette, puis qu'on n'est pas seulement limité à du texte ou des images simples, mais on peut vraiment modifier ça et on peut le réutiliser de façon très facile en sauvegardant ce bloc-là, donc en ayant la possibilité de l'utiliser dans d'autres infolettes. Dans les modèles, en fait, là, dans l'infolette comme telle, on peut, quand on crée un template ou un gabarit, on peut vraiment personnaliser l'ensemble. Je pense que je l'ai répété, mais on peut changer la police, la couleur, tout ça. Donc, on n'est pas limité à un seul modèle ou une seule manière de faire. On peut vraiment le personnaliser à notre guise. Et les blocs ici, l'image à droite, là, en fait, c'est l'ensemble des différentes sections, disons, qu'on peut ajouter dans une infolette. Les infolettes, donc, fonctionnent par bloc, c'est-à-dire qu'il y a différentes sections, comme je disais. Des fois, c'est du texte, des images. On peut ajouter des textes en 3 ou 4 colonnes si on a un besoin en ce sens-là. On peut ajouter des vidéos, des images, des choses comme ça. Et ici, on peut ajouter aussi un bloc de fil RSS. Donc, ça va venir là, dans quelques slides. Mais c'est une des fonctionnalités de l'outil qui est le plus pratique, à mon sens, pour l'envoi de l'infolette, parce que ça permet d'être interopérable avec d'autres outils, dont les gestionnaires de fil RSS, et ça permet facilement de mettre à jour le contenu pour un nouvel envoi. Voilà, donc ça, c'est les différentes possibilités. On a aussi, comme je disais, des blocs personnalisés, donc en fait, pour la réutilisation de blocs et pour qu'est-ce qui ne serait pas nécessairement inclus comme tel dans les blocs de base, on peut s'en créer nous-mêmes et les sauvegarder de manière à les réutiliser. Et on peut aussi dupliquer les différentes sections dans l'infolettre facilement, puis les drag and drop, là, dans le fond, d'une place à l'autre. Donc, c'est très facile d'utilisation, puis il y a beaucoup d'aspects de réutilisation et de personnalisation dans CyberImpact. On a aussi la possibilité d'avoir le code de source HTML derrière. Ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus utilisé, mais ça peut permettre un peu de forcer, entre guillemets, l'outil à faire quelque chose si on n'y arrive pas. On avait l'exemple, par exemple, nous, on voulait créer un tableau dans une de nos infolettes, puis on avait de la misère à le faire, mais en créant, donc, en fait, en l'intégrant dans le code source HTML derrière, on a pu comme forcer un peu l'outil, dans le fond, à créer le tableau pour nous, puis l'affichage était exactement comme on voulait qu'il s'affiche. Donc voilà, ça c'est plus pour que vous sachiez que ça existe, plus que parce que c'est très utilisé là, de façon quotidienne. On a aussi dans nos infolettes ou dans nos modèles, en fait, tout ce qui est des liens hypertextes, là, évidemment, des URL qu'on peut créer, des adresses courriels, tout ça. Mais on a aussi des encres qui nous permettent de naviguer facilement entre les différentes sections. Par exemple, dans un sommaire d'infolettre, on aurait les différentes sections de l'infolette qui sont liées à une encre plus bas. Donc, quand on clique dans notre sommaire, qui est comme une table des matières, on arrive directement à notre section plus bas. Et inversement, on peut aussi, par exemple, faire un petit bloc qui, par exemple, dit retour vers le sommaire, puis en cliquant dessus, ça nous ramène vers le haut de l'infolette.
Donc, c'est plus facilement navigable là, pour les usagers et ça nous permet de faire des liens à même notre infolette entre les différentes sections. Donc ça, l'ajout d'un bloc de fil RSS, c'est probablement l'aspect que moi je trouve le plus intéressant pour l'envoi d'infolettes. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est que ça nous permet vraiment d'insérer un lien d'un fil RSS et de générer les nouveaux résultats à partir de ce fil-là. Donc, nous, par exemple, on utilise l'outil de gestionnaire de fil RSS et de source pour notre veille, le logiciel InnoReader. InnoReader permet d'étiqueter ou de taguer des résultats. Et à partir de cette étiquette-là, on peut, dans le fond, avoir un lien, qui est un fil RSS aussi, pour générer notre nouveau contenu. Donc, en fait, le lien qui va être inséré ici, dans notre bloc de fil RSS, va être le lien, en fait, de notre étiquette. Et ensuite, on va, par exemple, se dire, bon, ce mois-ci, j'ai étiqueté 15 résultats par rapport à cette catégorie-là. Je vais changer le nombre 15 ici et je vais faire générer. Ça va me générer automatiquement les 15 résultats les plus récents en lien avec cette étiquette-là. Donc, on n'a pas besoin de créer de bibliographie, par exemple, dans EndNote ou Zotero, l'intégrer par la suite. On n'a pas à nous-mêmes créer, inclure le contenu, mis à part de le taguer, puis ensuite de générer les résultats. Donc, c'est probablement un des aspects les plus intéressants, puis ça fait en sorte que c'est interopérable puis facile entre les logiciels de naviguer. Donc, dès qu'on a un fil RSS, on peut l'intégrer comme ça. On peut modifier encore une fois là, la taille de la police, le libellé qu'on a là, pour accéder au contenu. Ça peut être accéder au contenu, à la notice, au plein texte, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et on peut paramétrer la couleur encore une fois, puis ce genre de détails. On a aussi, au-delà des infolettres en soi, là, on a des statistiques, dans le fond, qui sont accessibles à même CyberImpact pour nous informer de notre visibilité ou d'à quel point est-ce que nos infolettres sont lues, consultées, etc. Donc, de façon globale, on a nos abonnés, nos désabonnés, nos destinataires totaux, le nombre d'infolettes qui sont envoyées pour chacun des modèles. On a le nombre aussi d'ouvertures totales, le nombre de clics. Ça nous informe beaucoup sur à quel point est-ce que l'infolette est consultée, est-ce qu'elle est seulement ouverte, est-ce qu'il y a beaucoup de clics dedans, quels liens sont cliqués, etc. Et on a aussi la possibilité, là, c'est pas nécessairement ce qui est le plus important, mais les adresses erronées, ce qui fait en sorte d'être plus facilement gérable pour les adresses qui sont erronées, donc plus bonnes, ce qui fait en sorte qu'on ne va pas payer pour des contacts de plus auxquels, dans le fond, on ne peut pas rejoindre. Donc, avec ces adresses-là, au moins, on peut supprimer facilement les contacts dont l'adresse est plus valide. On a aussi pour chacun des envois, donc pour chaque infolette qui est envoyée, le nombre, en fait, le nom de la veille, évidemment, le nombre de destinataires qui la reçoivent, mais surtout le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc, ça va vraiment nous informer à savoir premièrement, est-ce que l'infolette qu'on envoie est ouverte? Et ensuite, où est-ce que les gens cliquent, à quel point est-ce qu'ils ont cliqué. Parce que si les gens font juste la lire sans cliquer sur aucun lien, on n'a pas nécessairement le pouls à savoir est-ce que c'est du contenu qui est intéressant, pertinent, est-ce qu'il a pu être utilisé. Donc, c'est une bonne manière de savoir à quel point est-ce que les gens peuvent être intéressés par le contenu qu'on ajoute. Le seul inconvénient, c'est que les statistiques viennent en bloc, donc on n'a pas vraiment de possibilité d'extraire des statistiques pour une seule veille. En fait, on peut le faire pour un envoi, mais bref, pour l'ensemble des envois, il faut vraiment tout extraire d'un coup, puis ensuite faire du tri ou une certaine manipulation dans notre fichier Excel. C'est rien de très complexe, mais c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné et qui est un inconvénient, à mon sens, pour les statistiques. On a aussi des statistiques, en fait, pour, je ne sais pas ici, mais pour chacun des usagers, en fait, qui sont inscrits. Donc, c'est quoi eux-mêmes leur taux d'ouverture, c'est quoi leur taux de clic, auxquelles veilles sont abonnés, tout ça. Mais il faut cliquer sur la fiche du contact pour avoir accès à ces stats-là. On ne peut pas les avoir d'un coup. Donc, si je m'intéresse si je veux avoir de l'information sur 2-3 personnes, ça va. Si c'est 100 personnes, ça devient vraiment lourd à cliquer puis à vérifier, à valider chacun des contacts. Donc, il y a des stats qui sont disponibles, mais ce n'est pas toutes les stats qui sont facilement exportables. Puis si oui, il faut les exporter en lot. Donc, voilà. On a aussi, pour chacun des envois, une espèce de tableau de bord, en fait, là, avec les personnes qui ont reçu, les taux de clic, les plateformes, ou en tout cas,
ce sur quoi les gens ont ouvert l'infolette, donc cellulaire, tablette, ordinateur. Ça peut nous informer sur l'utilisation réelle ou la consultation est faite à quel moment, parce que ce n'est pas nécessairement le même affichage que la même disponibilité des articles sur un cellulaire versus un ordinateur. Donc, ça peut nous faire réviser un petit peu notre contenu, peut-être favoriser du contenu plus en libre accès, ce genre de choses-là. Donc, ça peut être pratique de ce point de vue-là. Et on a aussi les statistiques des liens qui sont cliqués. Donc, ça nous offre des bons insights là, sur, pardonnez-moi, je n'ai pas le terme en français là, mais des bons insights sur quels textes sont cliqués, qu'est-ce qui intéresse particulièrement les gens dans cette infolette-là. Donc, voilà. Ça, c'est un aperçu, un peu comme on a vu tantôt, mais par courriel. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut recevoir par courriel. Ça va ressembler exactement à ça. Donc, encore une fois, le sommaire en haut ici, avec les différentes catégories qui sont cliquables, qui nous amènent à la section. C'est particulièrement utile dans ce cas-là où il y a plusieurs sections et sous-sections. Et à la droite, on a le contenu ressemble à quoi. Donc, pour ici, physiologie, par exemple, c'est un fil RSS qui est en dessous. Douleur aiguë, même chose. Douleur musculo-squelettique, même chose. Donc, ça, c'est du contenu qui est généré automatiquement en fonction de la sélection et de l'étiquetage qu'on va avoir fait à l'avance. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Donc, je vous remercie pour l'invitation et votre écoute surtout. Puis, je vais pouvoir prendre des questions maintenant à la fin de cette présentation-là, mais aussi à la fin des deux présentations. Là, il y aura une période de questions qui est prévue. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des questions sur des choses plus précises aussi, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sébastien. On a déjà une première question dans le chat. Il y a Nadine, je m'excuse, je n'ai pas le nom de famille, qui demande: avez-vous la possibilité de prévisualiser et de modifier les informations transmises par flux RSS avant l'envoi au lecteur? La prévisualisation, oui, parce que quand on fait l'envoi comme tel, on va générer les nouveaux résultats, puis là, on va les voir apparaître. Donc, oui, on peut les voir d'avance. On n'a pas de possibilité, par contre, de modifier ce bloc-là. On ne peut pas, par exemple, visiter le troisième résultat en quatrième position. Mettons qu'on veut faire ça, modifier les titres, toutes ces choses-là. Mais si on le fait d'avance, par exemple, dans notre InnoReader, on peut organiser d'une certaine façon les résultats, mais ils vont apparaître dans l'ordre exact qui sont dans notre outil de base. Une fois qu'ils sont dans CyberImpact, on n'a pas de possibilité de modifier plus qu'il faut l'affichage, mais on peut le prévisualiser, oui, avant l'envoi. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre question pour Sébastien? Bon, oui, il y en a une autre de Jamel. Avez-vous la possibilité de gérer les doublons? Non, les doublons vont devoir être gérés d'avance dans notre outil, par exemple, InnoReader, dans ce cas-ci. Une fois qu'on va avoir généré les fils RSS, il ne va pas nécessairement détecter les doublons. Non, non. OK. Puis, quand même, je pense qu'on va prendre une dernière question qui vient de Mme Julie des Hôtels. Est-ce que les infolettes passent bien la sécurité des CIS et des CIUS qui ne sont pas systématiquement envoyés dans les courriers indésirables? J'avais cette question-là, moi aussi, en fait. De notre côté, on n'a pas de problème avec ça. Donc, c'est vraiment s'envoyer dans les boîtes, le inbox là, normal ou principal, la boîte de courriel principale. Du fait que ce soit des serveurs qui soient hébergés au Canada et que la plateforme souscrive ou en tout cas répondre aux exigences de la loi canadienne anti-courriel, et on n'a pas cette problématique-là. Puis, on envoie aussi des infolettes à l'extérieur du CHUM, à d'autres gens du CIUS ou du réseau de la santé. Puis, on n'a pas de retour comme quoi que les courriels sont affichés ailleurs que dans la boîte courriel principale. Donc, tout a l'air de bien fonctionner à ce niveau-là. Parfait. Il y a une autre question que je vais garder pour la fin, je l'ai notée, mais je veux laisser la parole à Julien pour qu'il puisse nous entretenir de MailChimp. Alors, Julien, la parole est à toi. Et bonjour, merci Sébastien, merci Mélanie. Je vais partager mon écran, même si ce ne sera pas très long. Bonjour. Est-ce que vous êtes en conférence?
Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je vais y aller. Faites-moi signe si jamais vous ne voyez pas mon écran. Là. Vous devriez avoir ma diapositive titre. Donc, moi, je vais vous parler de MailChimp. Ma présentation va être sensiblement différente de celle de Sébastien. Là, moi, je vais vraiment me concentrer sur l'utilisation des fils RSS dans MailChimp. Cela dit, MailChimp et CyberImpact là, sont très semblables. MailChimp est aussi un outil de marketing à la base qu'on utilise, nous, pour diffuser des veilles, là, mais c'est vraiment pensé pour le marketing. C'est pour ça que je vais souvent parler de campagnes. Les courriels qu'on envoie sont appelés des campagnes. Donc, c'est ça. Donc, je vais vraiment me concentrer sur l'utilisation des fils RSS dans ce logiciel-là. Puis, mon objectif, c'est pas que vous sachiez utiliser MailChimp à la fin de la présentation, mais que vous puissiez déterminer si l'outil pourrait répondre à vos besoins, oui ou non. Avant de poursuivre, je fais un petit avertissement parce que j'ai eu un peu une surprise, là, mais que j'avais senti venir en préparant ma présentation. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'utilise MailChimp. Puis au cours de ces 3 années-là, il y a une tendance qui semble se dessiner qui est de pousser les fonctionnalités RSS vers l'extérieur du logiciel. Là. Il y a 3 ans, c'était très simple de paramétrer une campagne RSS, mais aujourd'hui, il faut être très patient pour trouver comment faire parce que dans l'interface de base, il n'y a même plus l'option pour le faire. Mais en prenant quelques détours, on peut y arriver. Et donc, je vais parler de ça un peu plus en détail plus loin, là, comment faire pour arriver à la créer, cette fameuse campagne RSS. Mais je voulais vous dire ça pour que vous ayez en tête que si on est un peu pessimiste, on peut imaginer que d'ici une année ou 2, on ne pourra plus utiliser les fils RSS dans MailChimp. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut toujours être utilisé de façon totalement fonctionnelle et peut être utilisé dans la version gratuite. Parce que comme pour CyberImpact, il y a une version gratuite et il y a des versions payantes, mais avec la version gratuite, là, si vous avez une liste d'envoi de quelques dizaines d'abonnés, là, ça fonctionne très bien. Le seul potentiel problème qu'il peut y avoir, c'est que vous êtes obligé d'avoir le petit logo MailChimp à la fin de vos infolettres. Donc, voilà pour ça. Pourquoi utiliser MailChimp et dans quelle situation ça peut être utile? C'est pour diffuser une veille signalétique. Ce que j'entends par veille signalétique, c'est un peu le genre de bulletin que Sébastien vous a présenté. C'est une veille lors de laquelle on va signaler la publication de nouveaux articles scientifiques pertinents. Il n'y aura pas de résumé ou d'analyse de ces articles-là. Ça va vraiment être juste pour annoncer à notre liste d'envoi ces articles sur ce sujet qui vous intéresse ont été publiés. Et MailChimp peut être utilisé quand on utilise, pour réaliser notre veille, quand on utilise un logiciel qui permet de générer des fils RSS, comme InnoReader. J'en mets un autre pour votre culture personnelle. Mais donc, il faut avoir ça parce que le plus grand intérêt pour nous à utiliser MailChimp, c'est qu'on peut réexploiter un fil RSS qu'on a pu sortir de notre compte InnoReader. Les avantages, ça demande peu de ressources. Le premier type de campagne que je vais vous présenter, là, il prend quelques minutes à paramétrer, puis après ça, il ne demande plus aucune action de votre part. Donc, c'est très économique. On l'utilise même à l'Institut à l'occasion pour diffuser une veille à un plus grand ensemble, sans que ce soit l'objectif premier de la veille. On se donne comme objectif secondaire d'en faire profiter qui voudra bien en profiter, puisque ça ne demande presque aucun effort là, de paramétrer l'infolettre et de l'envoyer. Donc, premier avantage, là, comparé à d'autres modes de diffusion, c'est très économique. Et deuxième avantage, MailChimp nous fournit des statistiques très semblables à celles que CyberImpact nous fournit. Puis ça, c'est très intéressant pour avoir une idée de l'utilisation qui est faite de notre bulletin de veille. Là. Faire une évaluation en bonne et due forme, ça demande beaucoup de ressources. Mais ces statistiques-là sont très faciles à récupérer. Puis elles nous permettent de répondre au moins à la question est-ce que quelqu'un ouvre mes courriels et est-ce que quelqu'un clique à l'intérieur. Je vais vous présenter 2 types de campagnes. Je vais passer beaucoup plus de temps sur la première. Là, même pour la première, je vais vous faire une petite démonstration. Et la deuxième, je vais passer plus rapidement. Mais bon, mon PowerPoint là,
contient les quelques informations clés à avoir là, pour pouvoir paramétrer le deuxième type. Donc, puis la première aussi, je dirais qu'elle est particulièrement intéressante aujourd'hui parce que c'est peut-être la seule chose à ma connaissance qui distingue CyberImpact de MailChimp. À part là, tous les autres faits, MailChimp est une compagnie américaine, c'est une multinationale, etc. Là, mais pour ce qui est des fonctionnalités, c'est ce qui me semble être la seule chose qui les distingue. Donc, c'est ça. Donc, je vais d'abord présenter la première, qui est une campagne automatisée qui utilise un seul fil RSS. Le deuxième exemple, le deuxième type de campagne dont je vais parler plus tard permet d'utiliser plusieurs fils RSS, comme l'exemple qui vous a été présenté plus tôt. Donc, je vous explique le principe dans les grandes lignes de ce type de campagne-là. Ensuite, je vais vous montrer un exemple de bulletin que l'Institut produit. Puis, je vais vous faire une petite démonstration qui débute là, par les étapes que vous avez à l'écran. Donc, quand on paramètre une campagne RSS, on dit, entre guillemets, à MailChimp, prends ce fil RSS-là et vérifie à une fréquence prédéterminée, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Vérifie s'il y a des nouveaux items dans ce fil RSS-là et si oui, mets-les en page dans un bulletin et envoie-les à telle liste d'envoi. Donc, tout le processus est automatisé. Une fois qu'on a paramétré notre campagne, on n'a plus besoin d'y toucher. C'est le logiciel qui vérifie à la fréquence qu'on a précisée. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Si oui, je le mets dans le courriel et je l'envoie. Je vous donne un exemple de bulletin là, créé avec ce type de campagne. Voilà, donc c'est la veille qu'on appelle éthique et santé publique, là, ou plus précisément la veille documentaire de l'équipe conseil en éthique. Il y a un veilleur qui a mes collègues qui consulte un ensemble de sources là, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Et dans son lecteur RSS, ben, il tag les articles qui semblent intéressants pour sa liste de diffusion. Et sur une base régulière, dans son cas, je crois qu'à tous les jours, à 5 heures, MailChimp vérifie est-ce qu'il y a des nouveaux items. Si oui, il les met dans un courriel, puis il les envoie à la liste d'abonnés. Dans ce cas-ci, on affiche le titre et le résumé, mais on pourrait paramétrer d'afficher seulement le titre, ce qu'on fait la plupart du temps. Je vous défile le courriel rapidement, là, juste pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Pour vous montrer le footer là, ou le avec l'adresse de l'Institut, un petit avertissement, pas aussi élaboré que ce que vous avez vu tantôt, mais un petit avertissement, puis une option pour mettre à jour les préférences et ou se désabonner. Parenthèse, on met ce lien-là en évidence plutôt que se désabonner, parce que quand on clique sur se désabonner, on est désabonné de toutes les listes d'envoi de l'Institut, puis on en a plusieurs. Donc, voilà. OK, je retourne un petit instant à ma présentation. Maintenant que vous avez vu le produit fini, je vous montre rapidement comment faire. L'idée, c'est pour vous donner un aperçu, puis j'espère aussi vous démontrer à quel point c'est pas long à faire. Et ça me profite d'insister sur le fait que c'est dur de nos jours, en 2022, de trouver comment faire pour paramétrer ce type de campagne-là, parce que dans l'interface de base, vous ne trouverez plus l'option, malheureusement. Donc, pour paramétrer la campagne, attendez-moi un petit instant, je vais retourner dans mon navigateur. La première étape, c'est de se connecter. Ce que je vais faire. Et ensuite, je vais retourner dans ma présentation, aller chercher mon petit lien ici. Et là, à partir de ce lien-là, ça me permet de retrouver l'option qui existait avant de façon évidente de paramétrer une campagne RSS. Ça devrait s'en venir, ce sera pas très long. Vous allez remarquer sur l'image qui va apparaître,
si vous cherchez à retrouver cette campagne-là, ce type de campagne-là a été pensé pour partager des entrées de blog. Mais ce n'est pas du tout de cette façon-là qu'on va l'utiliser. Mais donc, souvent, on cherche cette campagne-là, mais il faut se rappeler des blogs parce que c'est pour ça que ça a été conçu. Là. Alors, je vais nommer ma campagne. Ici, on choisit l'audience, qui est comme notre méga liste de diffusion, mais dans la version gratuite, on en a seulement juste une. Mais ça ne veut pas dire qu'on va envoyer le courriel à tout le monde. Là. Il y a une étape subséquente où on peut déterminer à qui parmi nos contacts on va envoyer l'infolettre. Je vais me chercher un petit fil RSS. Là. Disons que pour notre démonstration, on veut partager les résultats de la veille COVID sur le traitement de la COVID. Donc, on a une équipe de veilleurs qui effectue la veille COVID, puis dans leur Continuum Reader, ils ont un tag traitement. Et donc, j'ai généré un fil RSS à partir du tag traitement que je l'ai mis ici. Ensuite, je choisis à quelle heure et à quelle fréquence je voudrais envoyer mon courriel. Là, on pourrait décider de l'envoyer à 8 heures du matin, tous les jours, sauf le dimanche et le samedi, parce qu'on imagine que les gens travaillent et qu'ils ne voudront pas lire sur la COVID pendant leur fin de semaine. Donc, voilà. Ensuite, à l'étape suivante que vous devriez voir en bas, on va choisir à quelle personne on va envoyer le courriel. À l'étape Setup, on va préciser quelques petits éléments comme, on pourrait renommer la campagne, mais on peut préciser quel est l'objet qui va s'afficher dans le champ objet, là, dans Outlook, par exemple. On peut préciser un petit aperçu, c'est-à-dire un petit texte qui apparaîtrait sous le champ objet. Préciser le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur qui va être utilisé, par exemple, si quelqu'un répond au courriel qu'il a reçu. Ensuite, on choisit un gabarit. Le gabarit, la première fois que vous faites une campagne, c'est peut-être ce qui est le plus long à faire, mais une fois que vous en avez fait un, vous pouvez le récupérer. C'est ce que je vais faire. Je vais récupérer un gabarit que j'avais déjà utilisé. Et là, j'arrive dans la fenêtre d'édition. Et c'est là que je vais décider où mes items RSS vont apparaître là, dans le bulletin en allant trouver le petit bloc RSS Items dans la colonne de droite. On fait un petit glisser-déposer. Il apparaît ici. Je vous montre tout de suite un aperçu de ce que ça donnerait de cette façon-là. On a un petit mode preview là, juste là. Donc, là, on voit que ça a besoin d'un petit ajustement. Là. Des fois aussi, on peut avoir des images, mais ce n'est pas compliqué. On sort. Pour éditer notre bloc RSS, on clique sur le petit crayon. Puis là, on peut modifier la mise en page de base. On pourrait choisir d'afficher seulement les titres. La plupart du temps, on va y aller dans le sur-mesure pour faire les ajustements qui nous plaisent là, en éditant le code qui est ici. Dans ma présentation, il y a des liens vers la documentation MailChimp là, qui explique ces codes-là là, pour savoir comment les utiliser. Donc, si on choisissait titre seulement, ce que ça donnerait. On voit que le code a été changé ici. On sauvegarde. On retourne dans le mode aperçu. Et puis là, on a une petite... C'est moins chargé que tantôt. Peut-être qu'on aimerait ça avoir une police un peu plus grande, un peu plus d'espace entre les items. Peut-être qu'on voudrait enlever les points. Là, c'est tous des trucs qu'on peut faire dans la fenêtre d'édition, soit en passant par ici ou en changeant le style global. Pardon, où on peut aller préciser titre 1, titre 2, titre 3 doit avoir telle forme, telle police, etc. Puis, une fois que c'est fait, bien, on confirme et le paramétrage est terminé. Donc, comme vous voyez, là, c'est sûr que j'ai triché. J'avais déjà un gabarit puis j'avais déjà une liste d'abonnés. Mais si on enlève ces deux étapes-là, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment ce que je vous ai montré aujourd'hui. Puis ensuite, l'envoi se fait de façon automatique sans plus aucune action de votre part. Donc, au risque de me répéter, cette option-là est vraiment très économique.
OK, je vais retourner à ma présentation. Je vais sauter quelques diapositives. Puis, je ferai une pause tout de suite juste pour savoir si vous avez des questions sur cette partie-là, parce que c'est la partie qui m'apparaissait la plus intéressante. Puis, je vais aller un peu plus vite pour la deuxième partie. Donc, si vous avez des questions précises sur ça, j'en prendrai quelques-unes là. Puis après ça, je vais aller jusqu'à la fin de ma présentation là, pour vous expliquer le deuxième type de campagne RSS qu'on peut faire avec MailChimp, là, mais qui est pratiquement équivalent à ce que Sébastien vous a montré dans Super Impact. Donc, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions précises sur ce que je viens de montrer? Sinon, on peut attendre la fin aussi, puis c'est prêt. Alors, je pense qu'on va faire ça. Je suis conscient d'aller vite, là. J'aurais aimé ça vous dire beaucoup plus de choses, mais en 20 minutes, j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Donc là, on vient de voir une campagne avec seulement un fil RSS. Il arrive des cas où on veut absolument partager les résultats de plus d'un fil RSS à l'intérieur de la même infolettre et qu'on veut que les résultats, par exemple, de 3 fils RSS différents soient présentés en 3 rubriques différentes. C'est ça qui est important en 3 rubriques différentes, parce que si on voulait diffuser les résultats de 3 fils RSS, mais que ça ne nous dérangeait pas de mêler les résultats de ces fils RSS-là, on pourrait simplement fusionner les fils dans InnoReader, par exemple, ou dans un autre outil, puis faire le type d'infolette que je viens de vous présenter. Mais disons qu'on a 3 ensembles de résultats qu'on veut présenter séparément, comme dans l'exemple que je vais vous montrer. Mais là, on ferait une campagne différente. Donc, ici, c'est la veille sur la biosurveillance. Et vous voyez, on a 3 rubriques, veille médiatique, biosurveillance de façon générale et toxicologie analytique. Les veilleurs qui effectuent le tri pour cette veille-là savent que certains de leurs abonnés sont seulement intéressés par la toxicologie analytique, alors que d'autres sont seulement intéressés par la biosurveillance. Mais ils tenaient quand même à avoir un seul bulletin plutôt que de multiplier les bulletins. Et donc là, on a un fil RSS qui arrive qui alimente cette rubrique-là, un autre qui alimente cette rubrique-là, et un autre qui alimente cette rubrique-là. Comme pour Cyber Impact, quand on paramètre ce type de campagne-là, là, l'envoi n'est pas fait automatique, l'envoi doit être fait manuellement. Il demande peu d'efforts parce qu'à chaque fois, on peut répliquer le dernier courriel qu'on a envoyé. Et la seule chose qu'on a à préciser à nouveau, c'est le nombre de résultats qu'on veut afficher. Donc, pour la veille médiatique, s'il a fallu préciser à MailChimp, affiche seulement 3 résultats. Parce que quand il y a plus d'un fil RSS à l'intérieur de la campagne, le logiciel ne va pas faire la vérification. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis mon dernier envoi? Il faut vraiment lui dire, là, affiche-en 3, là, affiche-en tant. C'est l'information que le logiciel va prendre, peu importe s'il y a 0 ou 20 nouveaux résultats dans le fil RSS depuis le dernier envoi. Je vais retourner à ma présentation. Donc, comme je le mentionnais, en fait, quand on fait ce type de campagne-là, on fait une campagne MailChimp régulière à l'intérieur de laquelle on entre certains codes qui vont générer l'affichage des items du fil RSS. Je vais vous les montrer sur mon PowerPoint, là, sans aller faire une démonstration. Puis, enfin, on pourrait insister sur un fait, c'est que cette partie-là semble beaucoup moins intuitive qu'elle l'est dans MailChimp, qu'elle l'est dans Cyber Impact, excusez-moi. C'est moins intuitif dans MailChimp. Donc là, je montrais qu'on fait une campagne comme les autres, mais plutôt que de chercher le bloc RSS à droite, on va entrer un bloc texte simplement. Puis c'est un petit code qu'on va aller entrer dans le bloc texte que vous voyez dans la colonne de gauche, là, dans l'interface et en texte, comme ça, si jamais vous voulez le copier puis juste ajuster les informations que vous devez ajuster, vous allez pouvoir le faire. Mais donc, ce bloc-là là, qui débute par astérisque barre droite, suivi de feed 2 points, bien, suite à feed, il faut entrer l'URL du fil RSS qu'on veut voir affiché. Suite à $count, on va préciser le nombre d'items qu'on veut voir affiché. Et suite à $content,
on va préciser, là, il y a quelques valeurs possibles. Titles, c'est pour seulement faire apparaître les titres. Si on nommait le paramètre, ben là, c'est tout ce qui est affiché, titre, auteur, date, résumé. On peut choisir aussi juste titre et résumé, si je me rappelle bien. Puis ensuite, il faut fermer là, le petit code. La capture d'écran à droite, c'est pour montrer un peu comme dans Cyber Impact, on peut aller dans le code source, dans le code HTML, puis aller faire des ajustements, pardonnez-moi. Et puis souvent, on va faire ça pour aller ajouter des sauts de ligne, par exemple, là, ce qu'il y a dans le petit exemple, les crochets VR qui sont soulignés. Un exemple de ce que ça pourrait donner. Là, vous voyez, on a la section 1 et section 2 qui se trouvaient dans le texte ici, et le feed 3 petits points a été remplacé par les systèmes. À chaque fois, les liens sont cliquables, puis ils nous dirigent vers la source, soit la notice sur PubMed ou un site web d'éditeur scientifique. Ça, c'est 2 liens vers la documentation MailChimp là, pour que vous puissiez retrouver l'information sur quel code entrer à quel endroit dans le texte, dans le bloc texte qu'il y avait à l'étape précédente. Pour ce qui est de la loi anti-pourriel, j'ai oublié de préparer une diapositive, là, mais je vais en parler de façon générale. Là aussi, c'est très comparable à Cyber Impact. MailChimp est pensé pour respecter toutes les lois possibles là, qui régissent l'envoi de courriel, là, à ma connaissance. Et donc, il faut demander l'autorisation de nos futurs abonnés avant de les abonner. Puis quand on prépare notre gabarit, par exemple, ben, si on n'a pas entré notre adresse à la fin, ben, on va avoir une petite alerte. Il faut que tu entres ton adresse à la fin si tu veux respecter telle loi. Donc, ça fonctionne très bien là, pour le respect de cette réglementation-là. Puis pour ce qui est d'arriver dans les courriels ou dans la boîte de réception régulière, je dirais qu'à plus de 95%, ça fonctionne bien. On les reçoit dans notre boîte de réception. Ça arrive à l'occasion qu'il y en a qui se retrouvent dans les indésirables pour des raisons dures à définir. Là. Par exemple, la veille COVID qu'on envoie tous les jours, ça arrive aux 2-3 mois qu'une journée, tous les bulletins se retrouvent dans les indésirables à l'Institut. Est-ce que c'est comme ça à l'extérieur? Je ne sais pas. Mais à l'Institut, c'est ça. Mais c'est assez exceptionnel. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis nous, c'est le logiciel que l'organisation utilise, c'est-à-dire que le compte qu'on utilise pour faire ce type d'infolettre-là est utilisé par l'équipe des communications de l'Institut. Puis depuis probablement 2 ans, là, puis à ma connaissance, il n'y a pas eu de problématique là, qui est liée à ça. Alors, voilà, ça fait le tour. Je répète mon avertissement qui sait dans 6 mois ou dans 1 an, tout ça va aussi bien fonctionner. J'espère que oui, mais il faut peut-être le garder en tête là, avant de se lancer. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute en remettant mes écouteurs. Donc, c'est ça. J'invite les gens, s'il y en a qui ont la possibilité de poser les questions au micro, de le faire. On commencerait peut-être par les questions avec le micro. Sinon, j'en ai des questions qui ont été envoyées par le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont une question à poser à Julien et à Sébastien aussi? Je vais commencer par une question qui vous a été envoyée aux deux, en fait, à vous deux, par Ève Richard. La question est, avez-vous un maximum de résultats envoyés par envoi? Question de garder les utilisateurs motivés à les parcourir. On donnait l'exemple de Google Scholar. L'alerte a un maximum de 10 résultats. Ben, je peux commencer. À ma connaissance, il n'y a pas de limite au nombre de résultats qu'on pourrait mettre dans le bulletin. Cela dit, ce serait. Là, je n'ai pas la source, mais
on m'avait dit que les bonnes pratiques pour ce genre de bulletin-là, ce serait de se limiter à 5 résultats. Mais des fois, on respecte ça, mais la plupart du temps, c'est pas respecté. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. En fait, c'est ça, c'était comme une genre de règle du pouce parce que vous parliez beaucoup que c'est automatisé. Dans le fond, vous les taguez dans un système, puis c'est le fil qui vient nourrir le bulletin. Fait que je me disais juste, est-ce qu'il y a moyen de se dire, OK, aujourd'hui, j'en ai 20, puis demain, je vais en avoir juste 2. C'est vrai, peut-être que vous ne le savez pas, là, mais je voulais savoir si vous le réguliez d'une façon ou d'une autre, là, à travers les systèmes, mais je comprends que ce n'est pas possible. Ouais. Mais tu vois, nous, il y a une veille qu'on fait qui a 3 rubriques. Puis là, on se limite à 5 titres par rubrique. Donc, c'est une veille avec 3 fils RSS, justement. Mais c'est les personnes qui effectuent le tri, qui s'organisent pour avoir 5 résultats là, un jour ou 2 avant l'envoi du bulletin. Dans leur cas, c'est quand même intéressant parce que leur bulletin est publié à chaque mois. Donc, ça leur permet de repasser sur la première sélection qu'ils ont fait au cours du mois, puis de choisir après un mois, ben, c'est ces 5-là qui restent les plus intéressants pour mes lecteurs. OK, merci. C'est un complément pour du côté de Cyber Impact. Ben, c'est sûr que nous, notre sélection, on essaie de vraiment axer sur la pertinence autant que possible. Ça arrive qu'on a plus que 5 ou 10 résultats, des fois par rubrique. Ça dépend des mois, de la publication qui a été faite, tout ça. Mais sinon, on a une limite par fil RSS dans Cyber Impact de 20 résultats. Donc, si on en tag 21, le 21e ne va pas apparaître. Dans ce cas-là, c'est rare que ça arrive qu'on en a plus que 20 par rubrique, là, mais on va se créer un deuxième fil RSS, le A et le B, mettons, puis là, on va taguer du 21e au reste dans ce deuxième bloc-là. Mais en temps normal, on se limite par vraiment un bloc par rubrique, là, puis normalement, c'est assez. Mais il y a une limite de 20 pour Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions pour Julien directement au micro? Sinon, moi, j'en ai 2 pour Sébastien que je pourrais poser, qui ont été posées dans le chat. Donc, je vais y aller avec une question que j'ai complètement oubliée. Je suis désolée là, pour la personne là, dans l'ordre. Là. C'est une question qui vient de Vanna. Donc, quelles sont les options au niveau de la fréquence des envois? Oui, bien, dans notre cas, vu qu'il n'y a pas de campagne automatique, ça va vraiment être une fréquence qu'on décide, dans le fond, puis qu'on établit avec les usagers principaux d'une veille. La plupart sont envoyés de façon mensuelle parce que ça donne un assez bon nombre de résultats, puis ça peut permettre de faire un bon tour d'horizon du dernier mois, puis pas d'y aller trop de façon granulaire. Donc, la fréquence, c'est vraiment nous qui la décidons. Ceci étant dit, on peut quand même planifier des envois d'avance aussi. C'est sûr que pour de la veille, avec des résultats qui sont toujours récemment publiés, la publication là, planifiée, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus pratique et le plus intéressant pour ça, mais c'est quand même une possibilité qu'on a de planifier des envois à l'avance. Parfait, merci beaucoup. Puis j'ai une autre question qui vient de José Berthelette, encore une fois pour toi, Sébastien. Tu as parlé de 3 modèles disponibles. Elle aimerait ça savoir à partir de quel modèle vous avez bâti votre propre modèle. Moi, les modèles étaient créés avant que j'intègre l'équipe du CHUM, mais si je ne me trompe pas, on avait commencé avec en fait, un modèle prédestiné. Donc, on avait pris celui qui apparaissait le plus proche de ce qu'on voulait, puis après, il a été modifié là, vraiment pour enlever certaines sections, puis pour modifier l'intérieur, mais on est parti de quelque chose de prédestiné. En HTML, à partir de 0, je pense que ça peut être assez fastidieux, à moins qu'on ait déjà une base là, de quelque chose qu'on veut vraiment intégrer dedans. Mais autrement, les modèles prédestinés ont été sélectionnés puis vraiment modifiés par la suite. Là, à partir de là, on a créé un gabarit. Puis là, de là, on duplique ce gabarit-là à chaque fois pour créer une nouvelle info. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai terminé les questions qui étaient dans le chat. Est-ce que pour vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Bonjour à toutes et à tous. Jérémy, j'ai une question pour Julien concernant justement le lien avec l'agrégateur de flux RSS et MailChimp. Je vois que donc, vous partez d'InnoReader. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. C'est sur une version gratuite ou pas d'InnoReader? Ah non, pour pouvoir générer un fil RSS, ça prend la version payante d'InnoReader.
Merci. L'autre lecteur RSS qu'il y a dans ma présentation de Old Reader, si je me rappelle bien, on peut générer un fil RSS avec la version gratuite. En tout cas, si jamais vous en avez juste un à faire, ça vaut peut-être la peine de l'essayer. Mais InnoReader, ça fait un petit bout de temps que c'est une fonctionnalité payante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question pour Julien ou Sébastien? Moi, j'aurais peut-être une question. Je suppose que CyberImpact a un moyen de s'abonner. On peut mettre un lien sur un site web pour créer un formulaire d'abonnement pour que les gens puissent s'abonner automatiquement, un peu comme MailChimp. Oui, j'en ai pas parlé, mais oui, effectivement, il y a une manière de créer des formulaires d'inscription, dans le fond, puis les gens peuvent s'inscrire aux veilles. On avait fait ça au début, puis là, maintenant, nous, on fonctionne plus par un formulaire Line Survey, dans le fond, sur notre site web, puis ensuite, on inscrit les gens de façon manuelle, je dirais, parce qu'on assure un meilleur contrôle de cette manière-là des inscriptions, puis on peut aussi ensuite communiquer avec la personne pour lui dire que l'inscription a été faite pour faire de la promotion de d'autres services qu'on offre à la bibliothèque. Donc, c'est comme une bonne manière de faire ça. Mais oui, il y a une possibilité de faire des inscriptions sous formulaire de façon automatique, par exemple en l'incluant sur un site web ou dans un courriel ou quelque chose comme ça. Oui. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière fois des questions? Je vais peut-être, est-ce que, Madame Richard, est-ce que vous êtes en... Oui, hein, je pense que vous êtes en mesure de poser la question. Oui, je m'excuse. Je voulais juste être sûre qu'il n'y ait peut-être pas quelqu'un d'autre avant moi, là, parce que... Oui. OK. Ma question, je ne sais pas si ça a été dit, mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous avez comme une liste de contacts auxquels vous envoyez, mais si ces personnes-là prennent vos bulletins et les diffusent à d'autres personnes, est-ce que les statistiques, pour vous, c'est possible de voir comme le deuxième niveau ou même un troisième niveau, là, par curiosité? Une bonne question. On n'a pas le contrôle là-dessus, dans le sens où si les personnes vont... Si quelqu'un transfère le courriel à quiconque là, par la suite, on n'a pas le compte de ça, on n'a pas le compte des transferts déjà, puis on n'a pas la statistique de lecture ou d'ouverture des autres personnes. Quoique peut-être, parce que le taux de clic va probablement être comptabilisé là-dedans, ça serait à voir, mais on n'a pas de contrôle après sur le transfert qui est fait. C'est plus ou moins clair parce que je ne suis pas certain, dans le fond, si les gens externes ou d'autres personnes cliquent sur les liens, est-ce que ça va être comptabilisé ou ça va être seulement les personnes qui font partie de la liste d'envoi qui vont faire partie des stats? Ça serait à valider exactement. Mais a priori, je n'ai pas l'impression qu'on a des stats sur les 2e ou 3e niveaux là, quand il y a un transfert qui a été fait à la base. Moi, ce que je pourrais dire pour MailChimp, c'est que on peut, si on veut, ajouter dans le pied de page du courriel un lien pour transférer le courriel. C'est-à-dire qu'en utilisant ce lien-là, la personne entre l'adresse courriel à qui elle veut transférer le courriel, puis elle pourrait transférer le bulletin de cette façon-là, puis là, ça serait comptabilisé. Après ça, si la personne transfère le courriel normalement, puis qu'il y a quelqu'un qui clique à l'intérieur, il faudrait que je vérifie, mais je dirais que je suis pratiquement certain que ça va être comptabilisé comme un clic de la destinataire d'origine. Parce que l'espèce de comptabilisation se fait à partir c'est comme l'URL derrière le lien dans le bulletin est modifié. Puis dans cette URL modifiée-là, il y a l'adresse du destinataire. J'aurais l'impression que ça serait comptabilisé. Puis, si quelqu'un transfère son courriel à quelqu'un d'autre, parce que par exemple, je reçois le courriel, je transfère à Sébastien. Si Sébastien pense qu'il a reçu ça puis que ce n'était pas à lui puis qu'il clique sur se désabonner, ben moi, je vais être désabonné. Fait que ça semble ça continue comme ça. Évidemment, ça arrive à l'occasion. La première fois, on se creuse beaucoup la tête pour comprendre ce qui est arrivé, mais c'est ça qui arrive dans ce cas. Parfait, merci beaucoup. On aurait le temps pour une dernière question s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, j'ai une question. Oui. Oui, bonjour. J'ai une question concernant CyberImpact. Je voulais savoir si on a la possibilité d'utiliser plus qu'un fil RSS dans un bulletin, sans passer, par exemple, par Feed Informer pour avoir un lien unique.
Oui, ben en fait, le lien du fil RSS va vraiment être directement lié, dans le fond, à notre étiquette là, ou au tag dans notre InnoReader. Donc, a priori, on pourrait avoir autant de fils RSS dans notre infolette qu'on le souhaite. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, là, mais on peut avoir autant de fils RSS qu'on veut, dans le fond, dans notre infolette. Là. Donc, est-ce que ça ne pose pas de problème par rapport au doublant? Par exemple, si le même article est répertorié dans les deux fils. S'il est répertorié dans les deux fils, CyberImpact ne va pas repérer ça comme étant un doublon ou le retirer d'un des deux fils. Il va vraiment appliquer, dans le fond, les nouveaux résultats pour un fil sans se poser la question est-ce que ce résultat-là se retrouve déjà ailleurs ou non. Donc, c'est à nous d'avance, dans le fond, ou dans notre logiciel, par exemple InnoReader, de s'assurer qu'il n'y a pas de doublon, ou s'il y en a, que c'est normal qu'il y en a. Il faut faire un contrôle avant, notre sélection est faite avant. Dans CyberImpact, il va vraiment juste afficher ce qui a déjà été fait à l'avance. Merci. Alors, j'aimerais ça prendre le temps de vous remercier, Sébastien et Julien, d'avoir passé du temps avec nous ce midi. Ça a été très, très intéressant et je pense qu'on a plus d'informations sur un outil que je pense que plusieurs personnes connaissaient et un autre outil que je pense que plusieurs personnes ne connaissaient pas. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute avec nous et restez à l'affût. L'enregistrement devrait venir sous peu et on va aussi vous inviter à une prochaine activité très bientôt. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.